Bismillah, chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la quantification des champs libres, le cours qu'on a fait en ligne et que certains étudiants n'ont pas pu et auquel certains étudiants n'ont pas pu assister. Je vais faire plutôt un résumé des choses les plus importantes de ce cours et j'espère que ça ne tiendra pas plus d'une heure. Voilà, donc nous allons commencer maintenant l'introduction. Excusez-moi, je vérifie simplement que il y a enregistrement. Oui, d'accord, donc voilà. Donc je vais commencer par une petite introduction. C'est des flashs d'un historique que vous pouvez trouver dans le livre de Weinberg, volume 1, Quantum Field Theory, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas exactement du titre. Donc, la quantification du champ a commencé par celle des radiations électromagnétiques. C'est elle qu'on connaissait à l'époque. Donc, la première tentative, selon Weinberg, c'est en 1926. Elle a été faite par Heisenberg et Jordan, qui ont appliqué la mécanique des matrices au champ électromagnétique libre. Ce champ magnétique, il a été modélisé par une corde unidimensionnelle avec deux bouts qui sont fixes et les vibrations de cette onde correspondent aux vibrations du champ électromagnétique. Et en décomposant cette onde sur en faisant une décomposition de Fourier de cette onde, ils ont remarqué que c'est équivalent à plusieurs oscillateurs harmoniques. Et comme dans leur mécanique des matrices, donc ils avaient étudié l'oscillateur harmonique, donc ils avaient identifié les matrices représentant l'impulsion, les matrices représentant les positions, et avec ça, ils ont déterminé les matrices représentant certains opérateurs qui sont les opérateurs d'annihilation et de création que l'on connaît maintenant. Après cette tentative, c'est Dirac qui a considéré l'énergie d'un seul mode et la phase correspondante comme des variables conjuguées. Bien sûr, l'énergie est la phase d'une onde électromagnétique interagissant avec un système comme l'atome. Donc, comme variable conjuguée quantique, donc ce sont des opérateurs, et ceci lui a permis une décomposition en mode, bien sûr, il a démarré avec ça, et avec des opérateurs d'annihilation et de création. Ceci lui a permis de retrouver les expressions connues des coefficients d'absorption et d'émission des ondes électromagnétiques par un atome. Donc ça a donné du succès à cette quantification. Donc l'idée de la quantification, je reprends, donc l'idée de la quantification du champ électromagnétique, c'est la décomposition en modes. Puis en chaque mode, on reconnaît l'évolution d'oscillateurs harmoniques et avec ça, on passe aux opérateurs d'annihilation et de création d'une manière naturelle parce que c'était déjà connu en mécanique quantique. Après, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué ce formalisme aux autres champs, le champ de Dirac, par exemple, ou bien le champ scalaire, et donc on a appelé ça une seconde quantification. Donc c'est l'application des techniques utilisées par Dirac aux fonctions d'onde d'une particule, et non pas au champ électromagnétique seulement. Vers 1932, donc là il y a un saut, puis on revient en 1929, donc vers 1932, Fermi a développé une formulation covariante de l'électromagnétique, de l'électrodynamique de Dirac.
C'est elle qui a été utilisée pendant les années 30. Finalement, c'est en 1929, donc avant Fermi, que Heisenberg et Pauli ont donné la formulation canonique lagrangienne avec les champs et leurs conjugués au lieu des PQ ou A et A+, c'est-à-dire au lieu des opérateurs Q et des opérateurs P, représentés par des matrices dans le formalisme de Heisenberg, ou bien les matrices annihilation et matrices création. Maintenant, ils ont utilisé carrément les champs que nous avons appelés U. Ah, pardon, j'ai perdu. Donc, que nous avons appelé U et pi. Donc, au début, c'était les variables Q et P, ainsi que les variables correspondantes A et A+, de l'oscillateur. Donc, Q, c'est la position de l'oscillateur d'un mode. Bon, je vais parler position entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas vraiment un oscillateur, mais c'est l'équivalent de la position d'un oscillateur harmonique. P, c'est aussi l'équivalent de l'impulsion d'un oscillateur harmonique. Et puis, on passe aux opérateurs d'annihilation et de création. Les relations sont connues entre les deux. Mais après, Heisenberg et Pauli ont travaillé directement avec les densités lagrangiennes, le champ U et le champ conjugué pi. C'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà. Donc j'efface ça, ce que je viens d'écrire. Non, ça revient. Donc on passe maintenant à la quantification canonique, celle qui a été développée par ces différents théoriciens. Pour cela, j'ai dressé un tableau représentant la mécanique classique d'abord, ici, puis la mécanique quantique non relativiste, et puis la théorie quantique des champs. Et pour voir le rôle que joue chaque grandeur qu'on utilise. En mécanique classique, nous avons les paramètres suivants. Un paramètre continu, c'est le temps, et un paramètre discret I qui nous indique les différentes particules. L'état du système est défini par la coordonnée généralisée QI à l'instant T et son moment conjugué PI à l'instant T relative à la particule I. Donc si on connaît QI et PI à tous les instants, on connaît l'état du système. À l'instant T fixe, si on connaît QI et PI, nous connaissons son état. Et puis nous avons les autres grandeurs physiques qui seront peut-être représentées par des opérateurs ou non. En mécanique classique, par exemple, nous avons l'hamiltonien qui est le plus utilisé. Donc c'est une grandeur classique, c'est H. H, il dépend bien sûr des variables dynamiques Q et P. Et il y a d'autres grandeurs, peut-être qu'on peut parler du moment cinétique, etc., d'une manière généralisée. Voilà. Donc ça, c'est pour la mécanique classique. Nous avons les paramètres, l'état et les grandeurs physiques, enfin, auxquelles on s'intéresse. Maintenant, en mécanique quantique, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, maintenant, j'oublie l'indice I parce que je n'en ai pas besoin. Je ne considère qu'une seule particule. Le temps T garde son statut de paramètre. Par contre, l'état du système, il est défini par un vecteur psi dans un espace de Hilbert. Ce vecteur psi est défini à plusieurs instants. Il dépend du temps dans le point de vue de Schrödinger. Dans le point de vue de Heisenberg, ça sera autre chose. Donc, il ne dépendra pas du temps, mais ce sont les grandeurs physiques qui vont dépendre du temps. Ça, on l'a vu. Donc, l'état n'est plus représenté par les variables dynamiques Q et P, mais par un état, par un vecteur dans un espace de Hilbert. Les variables dynamiques Q et P prennent le rôle maintenant d'opérateurs Q et P avec chapeau. Même l'hamiltonien, ça devient un hamiltonien, c'est un opérateur qui dépend des opérateurs P et Q, etc.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en théorie des champs? Donc, après tout l'historique que je vous ai résumé, donc la formulation finale, c'est quoi? C'est que, à cause de la relativité restreinte, le temps et la position doivent être traités sur le même pied d'égalité. Donc, si Q est un opérateur, T doit devenir un opérateur. Ou bien l'inverse. Il faut, si T est un paramètre qui n'est pas un opérateur, alors Q doit être un paramètre aussi qui n'est pas un opérateur. Donc, on est arrivé à cette deuxième conclusion, parce que pour dire que le temps est un opérateur, ça présente plusieurs difficultés. Les gens ont fait des tentatives, même en mécanique quantique non relativiste, mais des problèmes restent. Donc, maintenant, le paramètre, c'est T et Q. En même temps, bien sûr, il y a un indice I que j'ai oublié, qui distingue les différents champs. On a plusieurs champs. On peut avoir le champ électromagnétique mélangé avec le champ spinoriel d'un électron, avec un champ scalaire, etc. Donc, il y a plusieurs champs. Donc, c'est ça les paramètres. L'état du système, bien sûr, il est décrit par un vecteur d'état. On peut le choisir dans la représentation de Schrödinger, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus maintenant, c'est la représentation, le point de vue de Heisenberg. Donc je ne mets pas le temps dans le vecteur phi. Et bien sûr, là, on aurait pu adopter la notation en 4, mais ce n'est pas nécessaire. Maintenant, ce sont les opérateurs, les champs et leurs conjugués qui prennent le rôle d'opérateur. Donc UI de X devient un opérateur et PI de X devient aussi un opérateur. Donc voilà, donc vous avez et puis le reste, tous les autres opérateurs qui s'expriment en fonction de U et de P comme l'énergie du champ P0 déterminée par le théorème de Noether et ou tout simplement l'hamiltonien qui lui correspond, la quantité de mouvement P, vecteur, la charge Q et le spin S, tout ça ce sont des opérateurs maintenant qui dépendent des opérateurs U et des opérateurs Pi. Donc ça, c'est la première étape, comprendre l'aspect général, bien la structure générale des grandeurs qu'on utilise. Maintenant, pour réaliser la quantification, il faut passer aux relations de commutation canonique. Ça, c'est la quantification canonique que je vais résumer. Les détails, vous les verrez en TD, Inch'Allah. Donc, si je regarde la mécanique classique, on peut calculer les crochets de poisson de la position, c'est plus simple que de dire coordonnées généralisées, QI et QJ, on trouve que c'est 0. Et c'est la même chose entre PI et PJ, c'est 0. Entre QI et PJ, c'est delta IJ. Donc, je vous invite à revoir ce que vous avez fait en mécanique classique. La quantification se base sur le fait de remplacer le résultat du crochet de poisson par le même résultat quand je calcule le commutateur en le multipliant par IH bar. Donc, si je calcule le commutateur, je vais mettre des signes moins parce qu'après, on aura besoin de préciser à chaque fois si c'est un commutateur ou un anticommutateur. Donc, commutateur des opérateurs position, c'est 0. Commutateur des opérateurs impulsion, c'est 0. Par contre, le commutateur de l'opérateur position avec l'opérateur impulsion, c'est IH bar delta IJ Kronecker. En théorie quantique des champs, on adopte la même règle. Commutateur des champs, c'est 0. Commutateur des moments conjugués, c'est 0. Commutateur du champ et du moment conjugué, c'est I fois H bar qui est égal à 1 et qu'il faut que les paramètres soient les mêmes. Donc je dois avoir ici un delta IJ
et encore, je dois avoir un delta x, y. Le temps, donc on a choisi ici, c'est les relations de commutation, ils sont dans la représentation de Schrödinger, ça ne dépend pas du temps. Donc en théorie des champs, on doit faire la même chose, on doit considérer la représentation de Schrödinger, ou tout simplement la représentation de Heisenberg, mais au même moment, au même instant. Ici, pour le premier opérateur, c'était, pour le deuxième opérateur, c'était, excusez-moi, j'ai oublié les chapeaux. Au début, on va les écrire pour rappeler que ce sont des opérateurs, mais après, il n'y aura plus d'ambiguïté, on ne va pas les écrire. Donc, si maintenant je pars de la théorie des champs, donc vous voyez l'analogie, donc c'est une recette qu'on a et qu'on applique. Si on fait la décomposition de Fourier dans le cas de la théorie des champs, on peut trouver les interprétations physiques des opérateurs A et des opérateurs A+, ce sont les coefficients de la décomposition en Fourier, et on remarquera que ça représente des opérateurs de création et d'annihilation. Et puis, on pourra interpréter l'hamiltonien, la charge et le spin des particules. J'ai oublié ici de dire que dans le cas des champs, on pourra montrer en analysant l'hamiltonien, la charge, etc., que les bosons doivent obéir à des relations de commutation, donc c'est un commutateur. Par contre, les fermions doivent obéir à des relations d'anticommutation, donc on doit utiliser ici des plus pour dire que c'est un anticommutateur. Si on passe au point de vue de Heisenberg, on peut montrer la covariance de Lorentz, parce que tel que c'est présenté ici, la quantification canonique, elle est définie au même instant. Donc la covariance de Lorentz n'est pas manifeste. Pour qu'elle soit manifeste, il vaut mieux passer à la représentation d'Heisenberg. Ça c'est un résumé de la quantification canonique. Ce que nous allons faire dans ce cours, c'est suivre la méthode de Bogoliubov, qui présente une méthode de quantification basée sur la symétrie et non pas sur la formulation canonique, en partant directement du point de vue de Heisenberg, et ce qui nous assure la covariance. Donc voilà comment on réalise une quantification covariante basée sur la symétrie. Donc du moment que ça se base sur la symétrie, on commence par les transformations. Ce que nous avons comme transformation de coordonnées, ce sont les transformations de Lorentz, de Poincaré. X' égale lambda A appliqué à X. Lambda c'est Lorentz et A c'est la translation. Dans le cas classique, nous avons U' de X' qui est égal à T lambda A U de lambda A moins 1 X. Pardon, ici, je vais écrire, donc ça, normalement, qu'est-ce qu'on avait écrit au début? C'est X', et ça, et là, on avait écrit X. Mais X, c'est lambda A moins 1 fois X', appliqué à X', d'après cette relation. Donc on peut écrire soit X' avec U' et X avec U, le champ U, ou tout simplement écrire X avec U' et lambda A moins 1 X avec U. La représentation T lambda A, maintenant je dis que c'est une représentation qui dépend de certains paramètres oméga, il s'écrit exponentielle I Tn oméga n avec une sommation sur l'ensemble des indices n. C'est une chose normalement que vous connaissez maintenant. Ça c'est pour la transformation classique.
Pour le cas les champs quantiques, nous considérons la transformation de l'état phi qu'on appelle amplitude d'état. Donc l'état phi se transforme en phi prime qui est égal à U lambda A phi. Alors là je vous demande de faire le maximum pour ne pas confondre le U lambda A qui est une représentation dans l'espace de Hilbert des états et UX qui est le champ lui-même. Et en regardant les variables, on peut facilement s'en apercevoir. Maintenant, T lambda A, comment ça s'écrit? C'est l'exponentielle I sur 2, générateur TMN, oméga Mn, plus I, générateur Tn, An. Tmn est le générateur de Lorentz, Tn c'est le générateur des translations. Bien sûr, I et oméga n, ce sont les paramètres correspondants. Nous avons encore une autre transformation T du champ, c'est la transformation de jauge T alpha qui est égale à exponentielle I alpha 1. Celle-ci ne transforme pas X, mais transforme uniquement le champ. Bien sûr, il lui correspond une transformation U de l'amplitude d'état phi. On peut faire le calcul et trouver que le générateur Tn, c'est I, la dérivée par rapport à Xn. Tmn, c'est I fois Xm, la dérivée par rapport à Xn, moins Xn fois la dérivée par rapport à Xm, plus un terme de spin Smn, si on se restreint aux rotations tridimensionnelles. J'ai pris l'exemple des translations uniquement pour montrer que Tn, c'est I dn. Donc, pour les translations, on sait que U' de X' est égal à Ux. Autrement dit, U' de X, c'est U de X moins A. D'après la relation qui est là, ou bien tout simplement ici, si on a X, ce X-là, c'est X' moins A. Mais au lieu de travailler avec X', maintenant je travaille directement avec X. Le prime ne m'intéresse pas. Bon, il joue pas un grand rôle. Donc, U' de X, c'est U de X moins A. On fait un développement autour de X. Donc, c'est U de X moins AN dN U de X plus les autres dérivés, etc. Et ça, c'est le développement de l'exponentielle. Donc, c'est exponentielle moins AN dN UX. Mais moins, je peux l'écrire comme étant I au carré. Donc, c'est I fois I AN dN. Et vous voyez que donc c'est I AN. Et vous avez I dN qui représente Tn ici. Et de la même façon, on peut faire pour les rotations avec une complication pour les spins qui ne nous intéresse pas pour le moment. Maintenant, on veut déduire la transformation des champs quantiques. Alors, comment on fait? Alors là, on fait comme on avait fait dans le cas des représentations de Schrödinger et de Heisenberg, etc. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que il faut qu'il y ait égalité des valeurs moyennes. Donc, si je prends psi s, psi s de t, bs, psi s de t, ça c'est Schrödinger. Ceci doit être égal à psi h, bh de t, psi h. Ici, les états dépendent du temps, les opérateurs non, et dans Heisenberg, c'est l'inverse. Si je regarde maintenant, je peux dire que BH, c'est l'opérateur transformé de BS, parce que BS, c'est BH de 0. Et psi S de t, c'est l'état transformé de psi h, parce que psi h, c'est psi s de 0. Donc, autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de dire? La valeur moyenne de l'opérateur non transformé
dans l'état transformé est égal à la valeur moyenne de l'opérateur transformé dans l'état non transformé. Donc si on se base sur cette égalité, on doit écrire ici aussi le champ U non transformé dans l'état, donc sa valeur moyenne dans l'état transformé, doit être égale à la valeur moyenne du champ transformé dans l'état non transformé. Maintenant, le reste est facile à déduire. Donc, on va écrire maintenant que phi' ici, c'est U appliqué à phi. J'aurais dû, pardon, là, je me suis trompé. Je me suis restreint à Lorentz, ou bien au point carré, alors que c'est général, normalement, n'importe quelle transformation ici. Hein. Donc, j'enlève, et là, j'enlève. Donc, ici, c'est oméga et U de oméga ici. Même là, c'est oméga et là aussi, c'est oméga. Donc, pour ne pas se restreindre uniquement au groupe de points carrés et prendre aussi les transformations de jauge en considération. Donc, on a trouvé avec ça, pardon, donc ici, donc j'avais rectifié, donc on aura ici phi' qui est égal ici à U appliqué à phi, et bien sûr, phi' étoile, le conjugué, c'est U plus appliqué à phi étoile. Si j'identifie maintenant les deux termes, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que U' de x est égal à U plus de oméga, U de x, U de oméga. Attention, Ux c'est le champ, U de oméga c'est l'opérateur qui transforme l'amplitude d'état et qui transforme aussi le champ quantique. Donc ça c'est la relation de transformation du champ. Maintenant on utilise une sorte de principe de correspondance qui nous dit que le générateur de U oméga, c'est en fait l'invariant dynamique qu'on a trouvé avec le théorème de Noether. Donc U lambda A, donc si je considère le groupe de points carrés, c'est l'exponentielle de I, le générateur MMN qui est le tenseur, disons, moment cinétique, oméga mn, plus I, fois le quadrivecteur énergie-impulsion AN. C'est les quantités qu'on avait déterminées avec le théorème de Noether. Donc c'est ça le principe de cette quantification avec une symétrie. Pour les transformations de jauge, U alpha, c'est exponentielle I, la charge Q fois alpha. Bien sûr, donc j'ai précisé Pn, MMN, Q, ce sont les invariants dynamiques IN, et chacun est égal à l'intégrale de θ0n dx, tel qu'on l'a fait en théorie des champs classique. Voilà. Maintenant, ça c'est le principe de correspondance. Donc on a fait correspondre au générateur de U les invariants dynamiques du théorème de Noether. Maintenant, le postulat de quantification, c'est la compatibilité des transformations quantiques et classiques des champs. Donc nous avons le champ quantique, il se transforme par U+, normalement ici oméga, alors je rectifie ici aussi, parce que c'est plus général que bon, c'est pas grave, on laisse et on appliquera après. Donc je l'écris pour Lorentz,
je l'écris pour point carré et le reste, vous le comprendrez. Donc voilà. Excusez-moi pour ce petit défaut de notation, parce que tout simplement j'ai oublié ici de prendre une notation générale pour la transformation de x, bien que en fait je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, dans la démonstration qui va venir après. Donc ça c'est la relation la plus importante, c'est le postulat de quantification ou bien la compatibilité entre la transformation quantique qui est là avec les U et la transformation classique qu'on a écrite avec la représentation T, donc c'est TU lambda A-1 X. Maintenant, ça c'est une relation qui n'est pas exploitable. Il faut passer à sa formulation infinitésimale. Donc on va considérer des transformations infinitésimales. Bon, voilà. Alors ici, pardon. Donc je vais l'écrire d'une manière générale avant de passer . Donc, pour point carré, c'est lambda A. Pour une transformation générale, je vais écrire un paramètre oméga quelconque. Là aussi, un paramètre oméga quelconque. Pour T aussi, c'est un paramètre oméga quelconque. Et ici, pour X, je vais dire que c'est une transformation L-1 de oméga quelconque. Donc, le L-1, quand je suis dans point carré, c'est lambda A. Le L, c'est lambda A quand je suis dans point carré. Si je suis dans une transformation de jauge, elle devient l'identité. Donc, on va calculer cette expression dans le cas infinitésimal. Donc, U, c'est un U de delta oméga. Et comme je l'ai écrit ici, I-N oméga N. Donc, pour delta oméga, ça devient plus I-N delta oméga N. U plus le conjugué hermétique U plus de oméga, c'est l'exponentielle. Le I, il devient moins I. L'opérateur I, il devient IN plus. Et oméga, c'est un paramètre réel, il reste tel quel. Maintenant, l'invariant dynamique, c'est une observable, donc c'est un opérateur hermétique. Donc I plus N est égal à IN, donc c'est exponentielle moins I, IN, oméga N. Et quand je fais un développement au premier ordre, ça devient 1 moins I, IN, delta oméga N. Maintenant, le T, donc le deuxième, ça c'est pour calculer le premier membre qui est la transformation quantique du champ. Maintenant, pour calculer le deuxième membre, donc j'ai un T de delta oméga, U L-1 de delta oméga appliqué à X. Mais ça, on avait dit que ça c'est U' de X, parce qu'on avait commencé avec ça. D'accord. Donc, voici la relation. U' de X égale U plus de oméga, UX, U de oméga. Donc, ça, c'est U' de X. Donc, ce n'est pas la peine de calculer tout ça. Il suffit de calculer U' de X qui, par définition, est égal à U de X plus la variation de forme de U. Donc, on calcule chaque terme maintenant. Donc, on calcule le premier terme, U plus de delta oméga, UX, U de delta oméga. Donc, c'est 1 moins IN, delta oméga N, U de X, I plus IN, delta oméga N. Ça, c'est un calcul algébrique facile à faire. Donc, si vous développez, vous allez trouver que c'est UX moins I, commutateur de IN avec UX, delta oméga N.
Et le dernier terme, c'est un terme d'ordre 2 par rapport à delta oméga, donc on doit le négliger parce qu'on travaille au premier ordre. On identifie les choses au premier ordre. Donc pour le premier terme, le membre de gauche, la transformation quantique, la voici. Pour le membre droit, ici, U'x, donc on a dit que c'est U de x plus la variation de forme. Bon, on inverse cette relation pour calculer la variation de forme en fait. La variation de forme delta U, je traîne les chapeaux maintenant pour dire que ce sont des opérateurs, mais après je vous ai dit que je ne les utiliserai plus. Donc c'est U' de x moins U de x. Bon, on retranche moins U' de x' et on rajoute U' de x', donc ici. Donc ça, c'est 0. En fait, je n'ai rien fait. Maintenant, si je regarde les deux premiers termes, U' de x moins U' de x'. Ça, c'est une variation d'une fonction ordinaire. C'est la variable uniquement qui a varié. D'accord. Donc ça, c'est un delta U' de x avec un signe moins parce que j'ai le U' de x' qui a un signe moins. Donc, les deux premiers termes donnent une variation d'une fonction ordinaire. C'est moins delta U' de x. Les deux derniers termes, c'est U' de x' moins U de x. Donc c'est la variation totale. C'est le grand delta UI de x. Pour la variation ordinaire, la variation de U' et la variation de U, c'est la même chose. Ça ne diffère que par un terme de second ordre. Ça, j'en l'ai fait au début au début du deuxième chapitre au premier semestre. Donc, le terme qui est là, moins delta U', c'est un moins delta U. Et plus grand delta U. Maintenant, le reste est facile. Le delta U, ça on le sait, c'est grand psi n delta oméga n. Le delta U, c'est le développement de Taylor au premier ordre. Donc moins delta XL, la dérivée par rapport à XL fois U de X. Après, on remplace delta XL par grand XLN delta oméga n et je mets delta oméga n en facteur. Donc, la variation de forme, c'est grand psi n moins xln dl de ux delta oméga n. Maintenant, si j'identifie la relation ici si j'identifie la relation 2 étoiles avec la relation étoile, bien sûr, en rajoutant le terme ux qui est là, on trouve que le commutateur, ici, donc on arrive au commutateur qui est là, donc le ux qui est ici se simplifie avec ce ux, il nous reste à comparer delta bar avec tout ça. D'accord. Bien sûr, en négligeant ça, on trouve donc le delta bar doit être égal à ceci. Donc, j'ai in ui de x qui est égal à tout ça multiplié par i. Donc, in, pardon, j'ai oublié le n. In u de x est égal à i psi n moins xln dl de u. Maintenant, si je considère plusieurs composantes, un champ à plusieurs composantes, je dois rajouter un indice A, B, ou bien J, ou bien K. Donc, si je le rajoute ici, je le rajoute aussi dans psi, parce que ça représente le champ, et je le mets aussi dans U, ici. Ça, c'est la relation la plus importante avec laquelle on va tout trouver.
les interprétations des opérateurs de création, les interprétations des opérateurs d'annihilation, la quantification avec des commutateurs et des anticommutateurs pour les fermions, etc. Donc tout va découler de cette relation et tout le chapitre après se fera sur la base de cette relation. Bien sûr, et surtout, donc ça c'est un commutateur, attention, et surtout sur le fait que le commutateur des champs est une fonction et non pas un opérateur. Le résultat d'une commutation, c'est une fonction et non pas un opérateur. Donc, c'est les deux choses à retenir et on fera ça, Inch'Allah, en présentiel. Merci pour votre attention et j'espère que ça n'a pas été trop long.